Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va faire notre point. Actuellement, on va avoir une journée vendredi un petit peu plus volatile que les autres. Hier, on a eu une bonne nouvelle sur la macroéconomie. Aujourd'hui, on a encore de nouvelles macroéconomiques, mais surtout le point d'ancrage. Ça va être ce week-end et surtout le 2 avril, donc c'est-à-dire la semaine prochaine. Je vous ai expliqué pourquoi, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous rappeler dans cette vidéo. Et on entame tout de suite par des bonnes nouvelles, parce que oui, il y a quand même des bonnes nouvelles. La SEC américaine qui a rejeté les mesures d'exécution contre Kraken Consensus, Consensus qui est la société qui s'occupe de MetaMask et qui est très actif notamment dans Ethereum. Et nous avons après Cumberland. Et donc ça rend toutes les décisions alternatives non soumises à un nouveau dépôt. Donc c'est plutôt positif. Le régulateur a également officiellement clos son dossier contre Crypto.com, qu'elle a qualifié d'ailleurs comme campagne inutile et à motivation politique. Oui, ça, on le savait déjà, que c'était vraiment très tourné contre la crypto déjà depuis un certain temps. On avait parlé de nombreuses fois sur la chaîne en 2023, 2024, parce que c'est vrai qu'on avait une administration américaine qui était vraiment anti-crypto avec une volonté d'empêcher l'industrie, par exemple, d'accéder au domaine bancaire, entre autres, et avec un ensemble de violations et de pression énormes, donc on voit bien que c'est en train de s'améliorer côté US. Je précise bien côté US parce que nous, en Europe, c'est pas le cas, on va pas se le cacher. Actuellement, on a l'Union Européenne qui est en train de statuer qu'ils veulent qu'il y ait une assurance qui couvre 100% des détentions en crypto, alors que la règle, par exemple, sur les actions, c'est 30 à 40%. En quoi c'est impactant? Alors, pas pour vous, pas pour nous, mais par contre c'est impactant pour les grosses sociétés et toutes les compagnies d'assurance, et même les pays qui détiennent justement ce type d'actifs, parce que ça sous-entend principalement qu'ils vont devoir contracter une assurance qui va leur coûter les yeux de la tête. Vous imaginez bien avoir une assurance actuellement qui couvre 100% des pertes potentielles d'une crypto-monnaie, ça va être compliqué. On fait de l'interdiction déguisée en réglementation, parce que on est vraiment là-dessus, on est vraiment dans un état où, oui, on n'interdit pas, mais on rend tellement accessible, tellement compliqué, que personne voudra en utiliser chez nous, personne voudra en développer chez nous. Vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui est super bien, de l'autre côté de l'Atlantique, allez-y, lui il est fond crypto, il n'y a pas de problème. Donc globalement c'est un peu le message qu'on est en train d'envoyer. Alors j'abuse un peu, mais je pense qu'on en est quand même pas loin. Je pense qu'il y a aussi certains entrepreneurs français qui en ont marre de cette réglementation changeante et qui, ici, rajoutent des couches de complexité sur des couches de complexité sur des couches de complexité. Et ça nous fait poser quand même pas mal de questions sur ce que l'on pourrait avoir en termes d'utilité sur la crypto-monnaie en Europe dans les années à venir. En attendant, on continue parce que les stablecoins, on le voit en poupe en ce moment, vraiment. Tether qui maintenant est ouvert à créer un stablecoin pour les USA, dans les USA, avec derrière des audits, etc., comme le veut les USA. Donc c'est vraiment une bonne avancée au niveau de Tether. Donc on le savait déjà qu'ils sont en train de se diversifier, de se simplifier, etc. Mais on revient en force sur les stablecoins. Et je sais pas si vous avez regardé la vidéo d'hier, mais si c'est pas le cas, regardez-la, la quotidienne. Voilà, on avait encore plein d'annonces sur les stablecoins, c'est vraiment... tout le monde se jette sur les stablecoins en ce moment, c'est dingue. Pareil, Tether lance l'USDT 0 sur la superchain Optimism. Alors pourquoi? C'est parce que Tether à la base, c'est donc USDT, c'est une crypto qui est sur Ether, qui est bridgée à droite à gauche, ils déploient eux-mêmes sur certains protocoles, mais néanmoins avoir quelque chose qui va être multi-chain et directement inter-blockchain compatible, c'est quelque chose qui va être un must-have dans les années à venir, et c'est ce qu'est justement USDT 0. Je pense que c'est un test grandeur nature pour après transférer l'USDT en USDT 0 et renommer après USDT 0 USDT. Je pense que c'est la réflexion à voir dans les années à venir, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle parce que ça sous-entend qu'on a vraiment une volonté de créer une notion interchain qui est primordial. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que l'utilisateur lambda ne se rende pas compte qu'il utilise la blockchain et qu'il a $1 qui est un stablecoin et qu'il pense pas à autre chose. Si on arrive à ça, globalement, on sait qu'on a gagné et c'est terminé. La blockchain sera intégrée avec la finance classique. Finance classique qui est représentée pour moi par Interactive Broker, qui est d'ailleurs un broker pour les actions, qui est un des plus utilisés au monde et un des plus légitimes, qui enfin ajoute Sol, XRP ADA, Dodge. Alors bon, XRP ADA, Dodge à voir, mais en tout cas Sol.
Oui, je sais, j'ai un parti pris. Mais bon, en tout cas, Sol, après 3 ans de lancement du service. D'accord. Donc globalement, ils sont restés avec très très peu de crypto en attendant. À savoir qu'avant, on avait BTC, Ether, LTC et BCH. D'accord. Donc pas forcément, voilà, pas beaucoup de choix. Donc ça veut dire que ça y est, ça commence à se simplifier, on commence à réfléchir, on commence à gérer cette partie compliance, et c'est vraiment une notion de finance traditionnelle. Donc on avance dans le bon sens. Ça, c'est les bonnes nouvelles pour pouvoir justement dézoomer un peu sur ce qui peut se passer aujourd'hui et jusqu'au 2 avril, voire un petit peu après, je vais vous expliquer ça. En attendant, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y a un événement qui est très important. Je vais faire un live sur la communauté privée gratuite. Donc si vous voulez y accéder, c'est simple, inscrivez-vous à la communauté privée gratuite, vous allez retrouver de la formation, d'autres lives, plein de choses. C'est en commentaire en description, je vous alerterai par mail directement et je vous enverrai une notification dans l'application. Comme ça, vous aurez accès à ce live où je vais revenir principalement sur la gestion de risque, sur comment gérer son exposition et l'état général du marché, avec justement ce qui s'est passé après le 2 avril. 2 avril qui va être un momentum très très important. En attendant, momentum court terme, ce que l'on va attendre, c'est à 13h30, ici les PCE Core. Il faut surtout pas qu'on soit en dessous de 0,3. 0,3 négatif, enfin en dessous de 0,3 c'est très négatif. Là, on va jouer clairement ici la déflation, donc on va se prendre une claque. Au-dessus de 0,3, ce sera aussi négatif parce qu'on va jouer un retour de l'inflation. Donc il faudrait que ce soit 0,3. 0,3, je pense qu'à ce moment-là, on aura quelque chose qui sera flat, c'est pricé par le marché. Donc on n'aura pas forcément de grosses réactions, ou en tout cas de grosses volatilités. Après, il est probable que si on est en dessous de 0,3, donc potentiellement 0,2, sur certains actifs du PCE Core, donc là ce sera vraiment pas tout, ce sera vraiment sur certains actifs qui étaient en surchauffe, à ce moment-là, on pourrait avoir une réaction qui serait positive dessus, parce qu'on serait pas dans la déflation, on serait sur une fin d'inflation, mais ça c'est vraiment ici sur le marché quelque chose de très très pointilleux, donc on regardera les chiffres dès qu'ils apparaîtront pour pouvoir déterminer un petit peu le sens qu'il y aura, mais je pense que le marché est en train de préparer ça eux aussi. Forcément, quand on a des grosses nouvelles comme ça, le marché se prépare, va avoir de la volatilité. On est en plus vendredi, beaucoup de volatilité sur le marché. Vous le savez très bien, c'est toujours le jour où il y a le plus de volatilité normalement. Toujours, non, c'est en tout cas majoritairement du temps le jour où on a plus de volatilité. On est actuellement dans une zone qui pourrait nous servir de support, qui est la seule imbalance de ce mouvement, d'accord? Sur les 4 heures, il n'y a pas d'autre imbalance sur ce mouvement, donc si on doit rebondir, c'est ici. Sinon, on va aller chercher les qualos dans les alentours de 19 391, donc globalement pas mal de liquidités qui ont été laissées par cette mèche et cette pêche-là. Et si malheureusement on passe là et qu'on n'arrive pas à avoir une réaction forte ici, il y a de grandes probabilités d'aller chercher plus bas. Si on va chercher plus bas, bon, on l'avait déjà dit, hein, une grosse partie de l'imbalance qui se trouve là. Je pense que dans tous les cas, la zone en pointillé là représente le 2 avril, la mise en place des taxes douanières, qui est attendue, semi-pricée, plus ou moins ceux qui pensent que ça va être retiré très vite, plus ou moins ceux qui pensent que ça ne va pas être retiré. Bref, on a deux camps, et les deux camps ont pricé ça. Maintenant, on verra la réalité du marché, ce qui se passera, et on sera forcément impacté au niveau de BTC. Après, est-ce qu'on a besoin de ça pour être impacté? Non, comme vous pouvez le voir, on commence une journée assez tendue, à savoir qu'on a eu ici toujours un range où on a eu très peu de volatilité, donc on a un petit retour de volatilité aujourd'hui. On a toujours notre gap CME en dessous des 85 135 à surveiller, qui pourrait être une belle zone de rebond. Par contre, si on a vraiment un momentum baissier sur le Nasdaq, on va se faire entraîner. Au niveau du BTC, ça veut dire qu'on ira retester les zones plus basses. Alors, ce qui est important de voir, c'est que dans cette chute, là, on voit surtout une dominance du BTC qui continue à monter. On repasse au-dessus des 62%. Là, ça fait la troisième fois qu'on repasse vraiment au-dessus. Donc, il va falloir voir si on se consolide au-dessus lors de cette chute. Surtout si on a un Nasdaq qui ne respire pas et qui s'enfonce. À ce moment-là, on risque d'avoir ici s'installer au-dessus des 62%, ce qui fait relativement mal sur l'ensemble des altcoins. Ça veut dire qu'on a BTC qui est beaucoup plus résilient, surtout dans une chute, et que l'ensemble des altcoins se prennent ici des claques après la respiration qu'on a eue ces derniers jours au niveau des alts. Donc c'est plutôt classique. Pourquoi? Parce que quand on a une respiration des alts, beaucoup ont refomo, en tout cas peu de personnes qui sont restées. Il y a une partie qui ont refomo, on a vu une réaugmentation des funding rates, notamment hier sur les altcoins. Donc là, on est en train de purger un petit peu. Donc forcément, on va avoir une surperformance de BTC à surveiller de très près. Surtout, ça va être ce week-end. Encore une fois, on voit très bien que le dimanche soir, on a des mouvements qui sont très forts, qui anticipent la semaine. Et je pense que le mouvement de dimanche qui va arriver va nous permettre de voir un peu le sens qu'aura, en tout cas le sens que les institutionnels pensent que le Nasdaq aura dans la semaine prochaine. En attendant, court terme, on voit qu'on est allé chercher les liquidités de ces deux mèches-là. On a toujours la zone, pour moi, des 84 500 ou un petit peu plus bas,
Une imbalance qui pourrait nous faire un très beau rebond pour garder cette belle pattern que l'on a systématiquement. Si on casse, malheureusement, ça sous-entend qu'on invalide, et donc là, la probabilité sera certainement d'aller chercher la liquidité qui se trouve là, aller retester un petit peu en haut, et aller retester un petit peu plus en bas, donc là, on irait retester potentiellement le lot. Est-ce que je pense qu'on a fait le bottom ici? Non, encore une fois, je pense pas. Je pense que on est ici tout simplement dans une purge et qu'on est peut-être dans la mise en place d'un range avec un top de range à déterminer. Est-ce qu'on considère que ce sera celui-là? Est-ce qu'on considère que ce sera celui-là? En tout cas, le bottom, il a l'air d'être bien dessiné ici avec les 79 000. Donc, il est probable d'aller retester ça pour repartir et voir si oui ou non on installe un high de range ici à 88. Ou beaucoup plus haut. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une mèche qui est très violente, et il ne faudra pas réagir sur la peur. Encore une fois, on risque d'avoir beaucoup de volatilité égale beaucoup d'émotions, et c'est là où la gestion du risque est très importante pour ne pas réagir à l'émotion. Je voulais juste vous montrer ça pour bien comprendre un petit peu là où on était, et on est en train de sortir d'un range. Globalement, 24 mars, point haut. Ici, on voit bien qu'on a zoné ici beaucoup de liquidités qui ont été mises en place en haut, beaucoup de liquidités en bas. Je pense qu'on va avoir des mouvements qui vont être très volatiles pour aller chercher ces liquidités-là. Plus on est dans une zone de compression longtemps, plus on va avoir un impact fort. Je vais juste revenir sur cette notion de dominance parce qu'elle est vraiment très importante pour comprendre que on parle plus du tout d'alcon season. C'est une raison parce que la dominance monte, et tant que la dominance monte, en fait, il n'y a pas de liquidité, de ruissellement de liquidité ailleurs. Et ça se voit aussi sur l'indicateur de l'alcon season. Bon, là, on est vraiment dans le Bitcoin season, on est dans les 18, et surtout ce que je vais vous montrer, c'est les niveaux où on est actuellement. On est dans les niveaux ici de début septembre, on est dans les niveaux qui ont été entraînés par justement le 5 août, mouvement baissier très fort, pareil, fin juin, fin juillet. Donc on est dans cette période de l'été, et comme vous le voyez, ça veut dire qu'avant d'avoir une réaction haussière, on a dû patienter encore du temps, quelques mois, quelques semaines, donc il va falloir être patient, et je pense qu'on est un peu dans la même typologie de pattern. Je reste toujours bull sur le long terme, en tout cas sur cette fin d'année, mais il va falloir être vraiment patient parce qu'on a une instabilité sur le Nasdaq, oui, qui sont liées à quoi? À la macroéconomie, une instabilité portée par qui? Donald Trump. Bref, vous voyez un peu le topo. In fine, sur la crypto en elle-même, on a beaucoup de bonnes nouvelles, plutôt sur le long terme, très peu sur le court terme. On a beaucoup de perspectives d'évolution positives, et c'est pour ça aussi que c'est pas encore intégré dans le marché, parce que ce qui fait le plus fort actuellement, ça reste l'incertitude, la peur sur la macroéconomie.